Je pense que le Mali, depuis une dizaine d'années, nous sommes au creux de la vague. Il faut vraiment, nous sommes dans l'œil du cyclone. Mais ce cyclone-là était prévisible pour qui prenait le soin de regarder au-delà de la vitrine les réalités du pays. Les 20 premières années de la vie multipartiste, démocratique de notre pays ont été sublimées à l'extérieur, ont été magnifiées à l'extérieur. Le Mali, bon élève de la démocratie, avec des alternances, avec une expression libre, une liberté d'opinion certaine, ça a été un peu survendu. Parce que ce Mali démocratique qui se résumait à des élections, à des changements effectivement. Justement, sous la houlette de l'ancien président Alpha Omar Konaré, qui est présenté un peu comme cette figure aussi, Amani Toumani Touré. Absolument. Donc le pays, c'est clair que sur le plan standard des élections, de l'alternance, offrait un visage attrayant. Mais derrière, les mauvaises pratiques, la mauvaise gouvernance, les questions de corruption, les questions, je dirais, de mauvaise exemplarité ou de contre-exemplarité du leadership étaient quand même patents. Donc ce sont ces réalités-là qui ont plutôt enlisé progressivement l'État et jusqu'à le vider de son sens et faire en sorte que en 2012, il s'est écroulé à la suite des coups de semonce venus du nord, de la crise libyenne et puis du séparatisme que nous avons vécu au nord de notre pays et que nous vivons encore aujourd'hui. Ça veut dire donc que la crise a des apparences, la crise a des manifestations, mais elle a des causes profondes. Et c'est pourquoi il faut vraiment écouter ces causes profondes. Et ça donne en partie au moins raison à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui disent que si nous résumons la transition uniquement à organiser les élections, en laissant de côté tout ce qui a fait le lit de la crise malienne, il peut y avoir le risque que nous retombions encore dedans. Justement, parce que, Monsieur le Premier ministre, vous faites bien de le relever. On croyait que c'était fini avec les coups d'État au Mali. On a arrivé, l'Afrique voyait le Mali comme un très bon élève, comme un bon exemple d'alternance pacifique à la tête de l'État. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, justement, on a reculé. Oui, exactement. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas aussi progressé qu'on le pensait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La démocratie, ce n'est pas seulement organiser des élections. Ce n'est pas seulement un président élu qui remplace un autre président qui termine son mandat. Mais la démocratie, c'est d'abord la liberté à tous les étages de la société et de la classe politique et de la scène politique. C'est des contre-pouvoirs qui fonctionnent et c'est un leadership qui soit soumis à la redevabilité vis-à-vis de ses mandataires, de ses mandants, c'est-à-dire le peuple. Justement. Et il se trouve que l'argent dans la vie politique, la corruption, a fait le lit un peu d'une certaine nomenclature et a un peu vitrifié la vie politique. Quand vous regardez la scène politique malienne, les principaux acteurs, et en termes de partis, et souvent même en termes d'acteurs, sont les mêmes ces 30 dernières années. Il y a quelques exceptions, des personnes comme moi qui apparaissent ici ou là, mais le fond reste quand même le même. Parce que c'est toujours les mêmes partis qui gagnent les élections grâce à l'argent, grâce aux achats de conscience, grâce à beaucoup de mauvaises pratiques. Donc ça finit par convaincre le citoyen que les élections finalement n'ont pas beaucoup de sens parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et donc il faut utiliser d'autres moyens pour les mettre de côté. Mais justement, quelle est la part du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta dans cette dérive que connaît le Mali d'aujourd'hui? On a beaucoup fait le procès à ce régime. Est-ce que vous pensez qu'il est complètement responsable de la décadence du Mali? En fait, je vous ai expliqué que les maux dont nous souffrons prennent leurs racines loin dans le passé. Je dirais le président Ibeka, paix à son âme, a été élu pour justement corriger les mots. Les mots étaient là. Et ce sont ces mots qui justifient un peu sa victoire. Parce que lui, pour une fois, il n'apparaissait pas comme au cœur du système. Justement. Il apparaissait comme quelqu'un qui a été expulsé par le système, mis de côté. Mis de côté. Et donc, il pouvait le réformer avec son autorité, avec son patriotisme. Et il a été élu sur cette base. Malheureusement, ce qu'on peut imputer au régime, c'est que loin d'apporter les solutions qu'il faut aux problèmes, il a plutôt ajouté au problème en faisant perpétuer les mêmes pratiques, les mêmes usages
et les mêmes attitudes négatives, ce qui a fait le lit de sa chute finalement, quoi. Donc ça veut dire simplement que nous avons quand même toujours besoin de changements profonds. D'autres disent refondation, d'autres disent redressement. Les mots n'ont pas d'importance, mais on a besoin de changements profonds. Si on ne fait pas en sorte que nos élections soient vraiment transparentes, et si on ne fait pas en sorte que le choix du peuple soit fondé sur des valeurs, soit sur un projet, soit sur une démarche, sur une honnêteté, plutôt que sur l'argent, l'achat de conscience, les moyens. Et si on ne fait pas en sorte qu'une fois aux affaires, celui qui est élu, qu'il soit soumis à la volonté populaire, que les populations aient la possibilité de le sanctionner, de le contrôler, de le surveiller, je pense que les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est pourquoi il faut des réformes, et il faut des réformes profondes. Il y a eu des rencontres qui ont été organisées du temps des IBK, on a eu le dialogue national. Pendant la transition, on a les assises. Ces rencontres disent à peu près la même chose quand on regarde les conclusions. Mais il y a un problème au niveau de la mise en œuvre. Voilà, il faut les mettre en œuvre. Je pense qu'il faut les mettre en œuvre. Toute la problématique avec la CEDEAO aujourd'hui sur la question du délai de la transition, c'est quelles sont les réformes qui peuvent être mises en œuvre. Justement, je voudrais vous relancer là-dessus parce que quand on vous écoute, le chantier est énorme. Le chantier est énorme, mais tout n'est pas forcément lié à la transition. Et ça aussi, c'est un peu le reproche qu'on fait aux autorités actuelles. C'est que la transition, par définition, elle a des particularités qu'il faudrait prendre en compte. La première particularité, c'est que ceux qui dirigent la transition ne sont pas choisis par des élections. Donc, ils ont un problème de légitimité. C'est une réalité. Même si... Est-ce qu'on peut vraiment parler de légitimité dans ce cas? Parce qu'on voit quand même qu'il y a un soutien populaire énorme. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. J'ai dit aujourd'hui... L'élection n'est pas forcément gage de légitimité. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais l'élection, jusqu'à preuve du contraire, c'est le meilleur gage de légitimité qu'on ait trouvé, quoi. Pour l'instant. J'ai dit aujourd'hui, vous avez un sentiment majoritaire pour soutenir la transition. Justement. Mais ce sentiment majoritaire, il peut se retourner. Oui. C'est un peu la problématique. Donc, il y a cette question... Il y a cette particularité. La deuxième particularité est que ceux qui dirigent la transition ne se sont pas préparés à diriger. Ça leur est tombé dessus. Quand vous n'êtes pas préparé à diriger, vous n'êtes pas forcément tous les éléments en main pour prendre les bonnes décisions. Troisième élément, c'est que nous sommes quand même dans un contexte sécuritaire où vous avez des forces armées qui sont sur le terrain. Les forces armées ou la partie des forces armées qui serait à Bamako en train de diriger, ça peut créer des frustrations sur le terrain. Ceux qui sont en train de souffrir vont voir certains qui sont sous les climatiseurs dans les belles voitures. Ça peut créer des difficultés dans l'armée. C'est pourquoi si la transition dure, il y a le risque qu'elle dérape. Parlons justement de cette question de la durée de la transition qui semble être le point d'achoppement entre les autorités de la transition et notamment la communauté internationale, la CEDEAO principalement. Alors il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui sont dans la précipitation, qui pensent qu'il faudrait que d'ici la fin de l'année, il y ait une élection. Ce sont ceux qu'on peut appeler les ayatollahs de l'élection, qui pensent que l'élection résout tous les problèmes. Il y a une autre école qui dit qu'il faut du temps pour mettre un certain nombre de préalables, pour que la transition ne dure pas éternellement, mais aussi pour qu'à l'issue de la transition, on ne replonge pas dans une crise. Vous êtes plus de quelle école? Je dirais... Quand vous présentez comme ça devient très facile de dire on est de la deuxième école. Mais il faut faire attention, parce que ceux qui disent que la transition doit durer un minimum, beaucoup d'entre eux vont jusqu'à dire que la transition, ça doit durer 5 ans, ou ça doit durer 4 ans. Il se trouve que 5 ans et 4 ans, c'est la durée d'un mandat dans beaucoup de pays africains. 4 ans, c'est au Nigeria, au Ghana, 5 ans, c'est en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali. Donc, il est difficilement justifiable de faire comprendre à des autorités nationales et internationales qu'il faut un mandat entier de transition. Donc, moi, je dirais, je suis entre les deux. Mais je fais confiance aux représentants de ces deux écoles aujourd'hui qui se font face, pas très loin d'ici d'ailleurs. Je fais confiance, c'est ce que je disais l'autre jour quand j'étais en discussion avec le Premier ministre lui-même. Nous avons nos autorités qui ont leurs souhaits, leurs ambitions. Nous avons en face la communauté internationale qui se traduit dans la CEDEAO, qui fait confiance à la CEDEAO, qui a aussi sa ligne. Et ces deux parties sont en discussion.
Je pense que quelque part, la vérité est au milieu. Justement. Et il faudrait que ces deux parties s'entendent. Mais, M. Moussamara, je voudrais vraiment, parce que c'est une question centrale, qu'on s'arrête sur ça. Qu'est-ce qui est important en fin de compte? C'est le temps que met la transition ou c'est les réformes que pourrait apporter la transition? Parce qu'il y a quand même des expériences. On a eu l'habitude en Afrique de se précipiter. Je suis d'accord avec vous. Mais on est dans un perpétuel recommencement. Je vais vous poser la question différemment. Laissez-moi aller au bout. Si aujourd'hui, on vous dit la transition va faire, exagérons un peu, 10 ans, et qu'au bout de cette transition, le Mali aura réglé le problème qui fait en sorte que ce pays soit instable depuis des années. Vous signez ou pas? Ah, je ne signe pas. Je ne signe pas sur les 10 ans. Oui. Mais je vous dis, je vais vous répondre autrement. Votre postulat de base, qui est le postulat de base d'une partie de nos autorités, c'est que seule la transition peut régler certains problèmes. Non, pas seule la transition, Voilà. mais la Et moi, je transition peux doit vous dire, pouvoir, si on veut faire de moi, la je peux vous refondation, dire. parce que j'ai envie, permettez, parce que je veux qu'on comprenne Ah la ben ça, logique. vous m'avez coupé. Oui, oui, je comprends, Vous parce aurez- que je veux bien que vous compreniez. L'idée n'est pas, parce que le Moi, j'ai problème compris. est, C'est vous à qui mon m'avez. sens, mal présenté. Je crois que parce c'est vous qui ne m'avez pas compris. Moi, Voilà. je vous ai compris. Allons-y. Parce que ces débats, nous les menons ici depuis longtemps. Justement. Le postulat de base, pour moi, est un postulat qui n'est pas exact. Nous pouvons parfaitement avoir, même dans le cas exceptionnel d'élections précipitées, de dirigeants qui sont au moins autant aussi honnêtes et patriotes que les autorités de la transition, qui ont un projet et une ambition pour vraiment refonder le pays et qui pourront faire le job dans le cadre d'un mandat normal. C'est-à-dire qu'ils pourront faire vraiment les réformes qu'il faut dans le cadre d'un mandat normal. Ça aussi, c'est une vérité. Voilà. C'est pourquoi je dis, dire que tout doit être fait pendant la transition, je ne pense pas. Pour deux raisons. La première raison, je vous ai dit, une transition par définition a des particularités qui portent le gène de danger pour elle-même. Bien sûr. Des dissensions, des problèmes de frustration et autres. Après, des problèmes de légitimité, l'opinion qui peut se tourner et puis ça peut se transformer en difficulté. La deuxième raison quand même, c'est l'acceptation internationale. Le Mali est un pays qui est assisté par la communauté internationale sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et financier. Et le Mali se doit aussi de travailler de manière intelligente avec cette communauté. Le Mali ne peut pas s'imposer. Cette communauté, elle est basée sur un certain nombre de règles. La démocratie aujourd'hui, l'accès des dirigeants à travers des élections, la condamnation des changements non constitutionnels. On ne peut pas changer cela. Nous, on n'a pas les moyens de le changer. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Je vous comprends très bien, mais est-ce qu'on n'est pas là dans le discours politiquement correct de la majorité? Je vous prends un exemple. Cette fameuse communauté internationale, si on prend l'exemple d'un pays qui est très impliqué ici au Mali, la France, fait du deux poids, deux mesures. Je sais, mais Mais même pourquoi vous voulez que les Maliens soient plus enclins à se conformer? C'est-à-dire, elle fait du deux. Mais bien sûr, installe bien sûr, le fils de l'ancien président et au Mali. Absolument, je suis d'accord avec vous. Mais après ça, on fait quoi? C'est ça la question, cher ami. C'est ça que je me dis. C'est de dire aujourd'hui, la communauté. C'est pas aux Maliens de trancher. Si vous dites aux Maliens de trancher et que les Maliens disent on fait 10 ans de transition, et que nous nous coupons de la communauté internationale et que dans 6 mois, les mêmes Maliens, constatant qu'ils ne peuvent pas avoir à manger, qu'ils ne sont pas payés par mois, se retournent contre les autorités de la transition, je pense que celui qui aura pris le risque de faire amener les Maliens dans ce sens, il les aura trompés. Notre pays ne peut pas vivre en dehors de la communauté internationale. Comme aucun pays d'ailleurs dans Donc, le monde. quand vous êtes responsable, qu'est-ce que vous faites? Vous dites comment nous pouvons faire en sorte de faire droit au maximum possible aux volontés des Maliens, en tenant compte des limites posées par la communauté internationale. Le Mali, ce n'est pas la Chine. Le Mali, ce n'est pas la Russie. Le Mali n'a pas un moyen de pression irréfragable contre la communauté internationale. Donc nous pouvons être tapés plus facilement. On peut être sanctionné plus facilement. Il faut tenir compte de ça. C'est être responsable que de le dire. C'est pourquoi moi je pense que nous pouvons avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous pouvons avoir des réformes, un bon corps de réformes pendant un temps déterminé pendant la transition, faire en sorte que nous ayons des élections les plus ouvertes et crédibles possibles et compter sur les Maliens pour faire de bons choix. Parce que ça aussi, c'est un élément important. Même si vous faites toutes les réformes majeures de la transition, et même si vous faites une transition de 10 ans, si après vous élisez quelqu'un qui est un voleur, qui amène sa famille et autres,
vous retombez en arrière. Par Par contre, si vous faites une transition courte, intelligente, et que vous avez la chance de tomber sur de bons dirigeants, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. Moi, je fais ce pari. Mais je dis, il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. C'est le juste milieu qui est difficile. Ouais. Surtout dans une période où les passions sont exacerbées. Les gens ne sont pas dans le juste milieu. Justement. Ils sont dans j'ai raison ou je me bats ou je me bats. C'est un peu le cas aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, nous avons fait quand même un bon pas. On est sous sanction, c'est vrai, mais on tient bien. L'État a pu payer les salaires même du mois de février. Et le Premier ministre Choguel Maïga relevait dans une interview qu'il a accordée à nos confrères à l'Infoca que ça fait 2 ans, le Mali n'a pas reçu d'aide. Bon, ça c'est pas tout à fait exact. J'étais là, le débat c'était autre chose, c'est vraiment pas tout à fait exact. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord le Mali reçoit, même en 2022, le Mali reçoit de l'aide de l'étranger. Et il faut aussi savoir, même si l'aide baisse, c'est vrai que l'aide baisse depuis la période de Ibeka. Parce que depuis la période de Ibeka, le Mali a des difficultés par rapport à la gouvernance et autres, qui ont amené beaucoup de pays à limiter leur aide budgétaire et leur aide à notre pays. Donc ça baisse, mais c'est encore là. On va dire dans le budget de l'État, on a à peu près 100 milliards encore qui viennent de l'extérieur. Il fut des temps où on avait plus de 500 milliards qui venaient de l'extérieur. Mais on a encore 100 milliards qui viennent de l'extérieur. Mais surtout, c'est que le Premier ministre, peut-être il n'a pas dit ou il ne sait pas, c'est qu'il y a une bonne partie de l'aide qui se fait en dehors du système du budget de l'État. Vous avez par exemple la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, d'autres banques de développement qui font des projets géré avec des ministères, l'argent arrive sur le compte du projet et c'est géré. On fait des routes avec, on fait des ponts, on fait des écoles et autres. Donc il y a encore de l'aide dans notre pays qui ne passe pas par le budget de l'État. Arrêtons-nous un temps soit peu sur l'aide. Est-ce que le Mali a vraiment besoin de cette aide? Je parle du Mali comme ça peut être tous les pays africains, parce que ces aides-là, finalement, depuis 40, 50 ans qu'on les reçoit, ça n'a rien changé. En fait, là aussi, il ne faut pas tomber dans la démagogie. Intrinsèquement, aujourd'hui, nos pays ont besoin d'aide. Mais ce que nos pays ne font pas, c'est d'utiliser l'aide pour se passer de l'aide demain. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que ce que nous devrions faire, pendant 30 ans, le Mali a été bon élève de la communauté internationale. On a eu à peu près un tiers de notre budget qui était financé par l'extérieur, par des dons et puis par des prêts dans des conditions qui sont favorables. Et c'est resté comme ça pendant 30 ans. Ce que nous aurions dû faire pendant cette période, c'est de dire, bon voilà, cette année, nous avons 30% de notre budget qui est financé par l'extérieur. Bien. Donnons-nous l'objectif que l'année prochaine, ça soit 20%. Dans 5 ans, ça soit 5%. Et dans 10 ans, ça soit 0%. Oui, parce que ça ne sert à rien de demander de l'aide alors que le Mali a des ressources et c'est juste parfois des problèmes de gouvernance. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en attendant ça, il y a quand même ces besoins. Parce que, et puis, quand on dit l'aide, nous qui sommes à Bamako, généralement, on ne le voit pas. Moi, je vais à l'intérieur du pays et vous irez à l'intérieur du pays, j'espère. Vous avez des endroits de notre pays où toutes les pistes rurales sont financées par l'aide extérieure. Vous avez des endroits de notre pays où même le bâtiment du conseil régional est construit par l'aide extérieure. Donc, celui qui va dire, moi je veux que tout s'arrête tout de suite, il ne voit pas forcément l'impact de ça. Oui, mais M. Mara, moi je crois que le problème est beaucoup plus profond. Ce que la majorité des Africains aujourd'hui, ce que l'opinion publique africaine aujourd'hui dénonce, c'est à quoi ça sert d'avoir des gens qui viennent s'installer sur vos territoires, pillent vos ressources, signent des contrats léonins et vous envoient quelques miettes en guise d'aide. La question de la souveraineté est au cœur. Est-ce que si le Mali avait la main mise sur ses ressources, elle aurait besoin de commander une quelconque aide à qui que ce soit? D'abord, la première chose, c'est que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Ça, ce sont des étiquettes ou des poncifs. Non, mais c'est aussi des réalités. Non, ça, je peux vous dire, j'ai été Premier ministre. J'ai été Premier ministre. Faites-moi un tout petit peu confiance. Allez-y. Les choses sont un peu plus compliquées que ça. Si c'était aussi facile de sortir nos pays des difficultés, je pense qu'on l'aurait fait depuis longtemps. Nos dirigeants ne sont peut-être pas exemplaires, mais ce ne sont pas des idiots vendus à l'étranger aussi. Enfin, ça, franchement, vraiment, il est bon que nos auditeurs et nos téléspectateurs comprennent cela. Les choses sont un peu plus compliquées. Moi, je vous ai dit tout de suite, vous avez, par exemple, 4 millions de Maliens qui sont aidés alimentairement par la communauté internationale. Moi, je veux bien que dans 5 ans ou dans 10 ans, il y ait 0 Malien aidé. Mais dire aujourd'hui que je peux dire à la communauté internationale, sortez de chez moi, je vais me nourrir les 4 millions, c'est faux. Vous allez avoir des dizaines de milliers qui mourront de faim.
Donc ce qu'il faut que nous fassions, c'est que nos dirigeants d'abord soient transparents. Et ça, nous avons eu des difficultés. Que nos dirigeants disent au peuple, voilà aujourd'hui le budget de l'État, voilà la partie qui est financée par l'extérieur. Maintenant, nous tous battons-nous pour que demain et après-demain, la partie financée par l'extérieur diminue jusqu'à disparaître. Et qu'on s'accompagne sur un temps déterminé dans ça. Nos dirigeants n'ont pas fait cet effort et nous n'avons pas une société civile qui l'a aussi exigé. Quelque part, la société civile aussi est un peu complice des détournements et autres. Après, sur la question des contrats léonins, que nos dirigeants publient les contrats. Nous avons telle mine de notre pays, voilà le contrat que nous avons signé avec tel acteur. Voilà nous, ce que nous gagnons, voilà ce qu'ils gagnent, voilà la partie, ses obligations, voilà nos obligations. Si on commence à faire ça, je pense qu'on va dégonfler beaucoup d'images, quoi. Les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça. Alors, l'un des gros problèmes au Mali, c'est le problème sécuritaire, avec le djihadisme notamment. Absolument. On a récemment le départ annoncé de la France et de ses alliés, et les gens sont inquiets, autant au Mali qu'à l'extérieur. Vous, comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que le Mali va régler ce problème sécuritaire avec ce partenaire qui a décidé de partir? Très sincèrement, et ça, je pense que vous le verrez, moi je ne pense pas que les Maliens soient si inquiets que ça. Peut-être on est plus inquiets à l'extérieur du Mali que dans le Mali. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, aussi regrettable que cela puisse être, est souhaité par les Maliens. Et si la démocratie est quand même la volonté du peuple, il faut aussi l'écouter. C'est-à-dire les Maliens veulent que la France quitte et qu'on crée les conditions d'un nouveau départ avec la France. Donc la France va quitter militairement. Elle va quitter dans un délai déterminé. Le Mali continuera à exister. Je ne pense pas que le Mali va s'effondrer. Ça va être difficile, mais quelquefois il faut passer par des moments difficiles pour s'en sortir. Si on ne nous responsabilise pas, je pense que nous serons toujours des éternels enfants et on ne saura pas faire les efforts. Souvent, il faut se jeter à l'eau pour apprendre à nager. Moi, je pense qu'il ne faut plus se lamenter sur le lait versé. La France va partir. Il faut maintenant que nous nous posons la question comment nous, avec nos forces armées de sécurité, nous pouvons travailler pour que là aussi, comme c'est le cas de l'aide, que d'ici quelque temps, que ce soit les forces armées maliennes seulement qui soient sur le territoire national pour assurer la sécurité du Mali. Il y a un frémissement. C'est-à-dire, depuis quelques mois, on sent vraiment oui, on voit, il y a une volonté d'aller de l'avant. Nous sommes pour l'instant juste à Bamako. Voilà. On ira, comme vous l'avez dit, sur le front. Moi, je l'ai vu sur le terrain. On ira ça, voir, je l'ai vu. Les informations que je l'ai nous vu sur avons le ça et terrain. là montrent qu'il y a sur comme le un terrain. regain On peut le au niveau dire. de l'armée. On peut le dire, je l'ai vu sur le terrain. Maintenant, il faut que nous tous, les Maliens, société civile, classe politique, que nous nous mettions derrière nos forces armées de sécurité. Et que nous leur disions, maintenant là, il n'y a plus de repli tactique. Avancez, faites en sorte que l'administration avance avec vous, permettez que les préfets, les sous-préfets, les écoles puissent être de nouveau opérationnels et que la vie reprenne. C'est la seule condition pour qu'on puisse vraiment gérer la question du terrorisme. Il y a beaucoup d'autres éléments, il y a les questions économiques, les questions sociales, culturelles et religieuses, mais sans la force armée, sans la sécurité, rien de cela n'est possible. Donc mobilisons-nous derrière nos forces et avançons. Justement, pour cette question, parce que il est quand même question aujourd'hui, vous qui avez été Premier ministre, vous êtes mieux placé pour en parler, le bilan de cette intervention internationale. Nous qui observons de loin, d'ailleurs je me rappelle que j'ai fait une chronique il y a 2 ans là-dessus, où je disais que le problème ne peut pas être présenté comme la solution. Vous, quel est le bilan que vous faites de Barkhane, Takuba, Serval et tout, 9 ans après? Vous savez, quand vous vous fixez des objectifs que vous n'avez pas les moyens d'atteindre, ça se termine toujours en queue de poisson. Serval, les objectifs étaient plus simples. Serval, c'était de venir stopper l'avancée des colonnes sur Sévaré au centre de notre pays. Ils avaient dit détruire, hein, ils avaient dit... Oui, bon, quel que soit Alpha, stopper, permettre au Mali de récupérer les régions du Nord, et permettre la sécurité et détruire les groupes terroristes. Ça s'est fait en grande partie, il y a quand même l'exception de Kidal. Et ça, c'était une erreur de la France. D'enclaver Kidal, de sanctuariser Kidal et de créer les conditions pour que les groupes armés, les groupes rebelles qui avaient été défaits par les terroristes, que les groupes rebelles reprennent pied dans Kidal et fassent de Kidal un sanctuaire. Ça, je pense que
Le retournement de l'opinion nationale a commencé à partir de là. Quand Serval est arrivé, les Maliens étaient vraiment très contents et avaient une grande gratitude à l'égard des Français. Mais quand les Maliens ont compris que, bon, on nous a libéré Tombouctou, Gao, mais on ne nous a pas aidé à libérer Kidal, on dit, ah, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Ça, c'est une erreur de la France. Et il y a des acteurs en France, y compris au niveau des autorités, qui le reconnaissent. Parce que ça a fait que les groupes terroristes... Est-ce que c'était vraiment une erreur de la France? Est-ce que ce n'était pas dans sa stratégie, dans sa tactique? En fait, ce que Parce je que vous parler dis... une erreur, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir. En fait, moi, ce que je peux vous dire, c'est quand on est responsable, on ne fait pas d'accusation sans preuve. Moi, je n'ai pas preuve que c'était sciemment organisé. Donner le temps aux terroristes de se réorganiser pour encore envahir le Mali. En ce moment-là, il fallait simplement laisser les colonnes terroristes avancer en janvier et ne pas venir, quoi. Moi, c'est ce que je vois. Non, la France, enfin, je ne vous apprends rien. La France est coutumière du fait. Je parle de la France parce que c'est le cas de la France au Mali. Mais généralement, la puissance internationale, quand on les voit dans les zones notamment en conflit, elles sont toujours dans une logique de tampon, de deux poids, deux mesures. Moi, ce que je peux vous dire, on vous aide un peu, mais on laisse passer de l'autre côté pour vous mettre sous pression. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, personnellement, je ne fais pas d'accusation sans preuve. Je dis il y a eu une erreur de commise parce que c'est cette erreur qui a finalement permis à ce que, d'abord, l'irrédentisme séparatiste soit remis au goût du jour, et ça a entraîné des difficultés au Mali par ailleurs, et ensuite que les groupes terroristes aient un minimum de sanctuaires pour se réorganiser, et puis ensuite se répartir sur le territoire. Voilà. Donc ça, c'est une erreur. On ne combat pas le terrorisme, ou du moins on ne vainc pas le terrorisme par la force militaire. La force militaire est nécessaire pour contenir, pour créer les conditions d'autres types d'interventions. C'est peut-être à ce niveau que les objectifs ont été pour moi mal calibrés. Maintenant, la question essentielle. La France part, le bilan n'est pas un succès. On va le dire comme ça. D'autres disent c'est un échec. Moi, je veux dire c'est pas un succès. Mais c'est une façon de dire que c'est un échec. Ils partent. Le plus important, je vous le dis, c'est que les forces armées maliennes, les forces de sécurité, l'État malien et la nation malienne s'organisent pour que demain et après-demain, nous n'ayons besoin d'aucune force étrangère pour nous sécuriser. C'était le cas au Mali il y a une trentaine d'années. Le régime de Moussa Traoré, il lui est reproché la dictature, il lui est reproché un certain nombre de choses, mais il ne lui est pas reproché la sécurisation de notre territoire. Voilà. Donc il faut qu'on puisse récupérer ça. Il y a d'autres pays qui sont arrivés à le faire. Certains sont plus grands que le Mali, d'autres plus petits, certains sont plus pauvres que le Mali, d'autres plus riches. Il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas à le faire. Pour moi, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut regarder. À se focaliser sur les autres, on oublie les ajustements, les réformes que nous-mêmes nous devons faire dans le domaine de la sécurité pour que demain nous ayons une armée qui soit en mesure d'accomplir sa mission. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien, mais avant, j'ai quelques sujets à évoquer avec vous très rapidement. C'est déjà la CEDEAO. Il est évident que le Mali seul ne s'en sortira pas. Le Mali a besoin de ses voisins. Mais aujourd'hui, la position de ses voisins est pour le moins mitigée. Même si on sait qu'aujourd'hui, grâce à la Mauritanie et à la Guinée, le Mali arrive à ne pas se retrouver totalement isolé, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui ont une position beaucoup plus ambiguë. Aujourd'hui, comment on fait avec la CEDEAO? Et surtout, comment est-ce que vous avez, à titre personnel, apprécié ces sanctions très sévères de la CEDEAO? Vous avez dit très sévères qui touchent les populations. Et je vous ai dit, on a 4 millions de Maliens qui, en période normale, ont besoin d'aide alimentaire. Avec ces sanctions, le nombre va sans doute grimper. Et ce sont ces populations qui sont les plus démunies et les plus pauvres. Donc les sanctions touchent les populations, il faut qu'elles soient levées. Moi, je n'entre pas dans les discussions sur la justification, la non-justification. Le Mali a d'ailleurs eu une bonne attitude puisque le Mali a porté plainte. Oui, parce que les sanctions sont un peu grossières. Voilà, c'est l'état de droit. Quand on lit les textes de la CEDEAO a outrepassé ses pouvoirs avec ces sanctions. Oui. Vous savez, peut-être c'est le péché mignon que j'ai après avoir été ministre et Premier ministre. Moi, je me dis, la CEDEAO est une organisation internationale dont le Mali est membre fondateur. Le Mali, par le passé, a eu à sanctionner des pays, la Côte d'Ivoire, le Niger, qui ont connu des situations de ce type. En fonction de la partie de la barrière où on se trouve, on n'a pas toujours la même appréciation. Le plus important, c'est d'en sortir rapidement. Le Mali a engagé un processus de dialogue.
On s'est organisé. Nos autorités ont mis en place une équipe technique et une équipe politique. La CEDEAO a accepté de travailler avec l'équipe technique la semaine dernière. La CEDEAO est aujourd'hui au Mali pour discuter avec l'équipe politique. Il y a eu une première discussion. Et il y a une deuxième discussion qui n'est pas loin d'ici, là où nous nous trouvons. Moi, je veux faire confiance d'abord à l'esprit des responsabilités et de notre côté, du côté de la CEDEAO, parce que l'embargo du Mali ne pèse pas seulement que sur le Mali. Bien sûr, le Mali est le premier client du Sénégal. Bien Donc sûr. si le Mali ne commerce plus, le Sénégal souffre. Le prix de la viande bovine est en train d'augmenter à Abidjan. Le chef de l'État ivoirien lui-même l'a annoncé. Donc cet embargo n'arrange personne, au contraire, ça nous crée des problèmes. Il faut qu'on puisse le lever le plus rapidement. Je fais confiance à ces deux équipes et j'espère qu'il va y avoir un accord. Quel que soit l'accord, je demande simplement à l'ensemble des acteurs politiques maliens, de la société civile, d'accompagner. Que nous aussi, on ne vienne pas ajouter un problème politique à un autre problème diplomatique. Justement, est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi de penser à réformer cette CEDEAO qui visiblement est totalement inadaptée, qui est aujourd'hui contestée, n'arrive pas à apporter la solution? Le but de la CEDEAO, ce n'était pas de mettre des pays membres en difficulté, c'est davantage d'aider. Mais aujourd'hui, on a l'impression, est-ce qu'il ne faut pas une réforme profonde et une redéfinition du rôle de cette institution? Vous savez, les institutions sont un peu le fruit de la volonté de leurs membres. Il se trouve que les peuples, en termes d'exigence, de bonne gouvernance, de transparence, sont généralement en avance sur les États. Et donc les attentes des peuples par rapport à la CEDEAO sont sans doute beaucoup plus prégnantes, importantes, que la volonté des chefs d'État, des administrations de réformer. Sinon, la CEDEAO a engagé un processus de réforme l'année dernière. Tout le monde a vu que les gens ont mis sur le même plan un coup d'État et un coup d'État constitutionnel. Justement. Et il se trouve que le coup d'État constitutionnel ne fait pas partie des choses répréhensibles dans les textes de la CEDEAO. Donc la CEDEAO a engagé un processus de réforme pour que les troisièmes mandats, les fameux troisièmes mandats, soient aussi considérés comme des moyens non constitutionnels de se maintenir ou d'arriver au pouvoir. Et peut-être demain, nous aurons ça. Maintenant, après, il faut que nous ayons aussi des États et des chefs d'État et des animateurs leaders qui soient peut-être plus réactifs, plus actifs, pour que nous puissions mettre nos institutions communes au diapason de l'attente des peuples. Les peuples sont en avance sur nos institutions. Cela est vraiment incontestable. Alors parlons de ce livre. Je n'ai pas eu la chance de le lire avant parce que vous l'avez apporté juste à l'occasion de cette interview. Cultivons nos Afriques. Alors, de quoi est-ce qu'il parle? Ben, c'est un livre qui parle de culture. Pour une fois, moi je suis un homme de chiffres, je suis un expert comptable, mais j'ai écrit à peu près 6 à 7 livres sur des sujets plus durs. Bien sûr. Sans sécurité, bonne gouvernance. Et à un moment, je me suis rendu compte que finalement, ce qui est le plus important pour l'homme, ce n'est pas forcément la richesse matérielle, mais c'est l'aisance culturelle, l'aisance en termes d'esprit, et puis être en phase avec son identité, ses racines. Et je pense que le monde tel qu'il est en train de s'annoncer va être un monde où les hommes seront très seuls. Les technologies font que nous pouvons tout faire tout seul chez soi. Aujourd'hui, on peut même travailler sans quitter chez soi. On peut acheter, on peut tout faire. Donc, alors l'homme est quand même un être social. Donc, ce qui va faire la différence entre les hommes demain, ce n'est plus leur aisance matérielle. Nous aurons tous à peu près ce dont nous avons besoin matériellement, mais nous serons en manque de culture, en manque d'identité, en manque de spiritualité sans doute. Et là, je dis, ben, l'Afrique a alors une chance. Parce que l'Afrique est beaucoup plus socialisée qu'ailleurs. Bien sûr. La culture est encore plus forte chez nous, nos liens sociaux, nos pratiques. Si nous arrivons de manière intelligente à conceptualiser nos pratiques, nos cultures, pour en faire des véritables produits, à mon avis, les autres viendront vers nous. Et peut-être c'est nous qui accueillerons les autres comme des émigrés culturels demain et après-demain. En tout cas, merci. C'est le sens du livre. Merci beaucoup. Nous aurons l'occasion de le lire et de le faire lire. Je rappelle à nos téléspectateurs, c'est le dernier livre de Moussa Mara, Cultivons nos Afriques pour une renaissance culturelle africaine. Merci. Alors, dernière question, c'est l'actualité qui nous l'oblige, l'Ukraine. Oui. Personne ne s'y attendait, sauf les Américains. C'est ce que j'allais dire. Qui ont passé le temps à le crier sur tous les toits.
Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que cela peut avoir une incidence aussi quand on voit la place que la Russie est en train de prendre en Afrique? Est-ce que ce nouveau front peut avoir une incidence sur le continent africain? D'abord, une grande tristesse, parce que vous avez des vies qui seront perdues, vous avez des biens qui seront détruits, vous avez des gens qui seront touchés dans leur chair. En tant qu'être humain, on ne peut pas se réjouir devant la guerre et devant le sang. La deuxième chose, c'est quand même, moi je voudrais voir un monde demain où les puissances sont des puissances culturelles, pas des puissances militaires. Qu'on vous envie pour votre façon de voir le monde, pour votre façon de vous comporter, pour votre modèle de vie, pour votre culture, plutôt que pour vos armes, pour autre chose. Il semble que ce ne soit pas encore le cas, mais il faut le souhaiter. Maintenant, de manière plus concrète, je voudrais quand même demander à la Fédération de Russie, à son président Poutine, vous avez reconnu l'Ukraine. L'Ukraine est reconnue par la Russie, même si depuis 8 ans, avec les problèmes en Crimée, dans le Donbass, il y a des difficultés, mais quand même l'Ukraine est un pays souverain reconnu par la Russie. Le droit international interdit d'envahir un pays que vous reconnaissez. Donc c'est qu'ils reviennent un peu à des meilleurs sentiments. Mais Monsieur le Premier ministre, quand vous dites ça, les Russes vous disent les Américains ont envahi l'Irak, l'Afghanistan. Je peux encore citer, on peut parler. Bien sûr. Aussi, ils vous Bien disent sûr. Au nom de quoi, et ils peuvent le faire au détriment du droit international. Si j'étais en face de vous en ce moment, j'allais demander la même chose aux Américains. Voilà. En fait, moi, je ne suis pas favorable à la guerre, et la guerre ne résout généralement pas beaucoup de choses. Les Américains ont envahi l'Afghanistan, on a vu comment ça s'est terminé. 2000 milliards d'argent jetés par la fenêtre qui auraient pu être utilisés dans l'éducation, dans la solidarité, dans beaucoup de choses. Et la guerre toujours dans le pays. L'Irak n'est pas en meilleure posture aujourd'hui. Donc c'est des leçons dont la Russie, qui a eu par le passé des guerres en Afghanistan aussi, qui a eu un souvenir douloureux, doivent le comprendre. Aujourd'hui, conquérir un pays par la force armée est peut-être possible, mais l'après, c'est ça qui est le plus difficile. Et en plus, on voit aujourd'hui, il y a une confrontation économique, il y a des sanctions ici ou là. Ça ne peut faire que des malheureux de part et d'autre. Parce qu'il y a une sanction, ça fait toujours des malheureux, on l'a vu chez nous. Donc c'est de dire, voilà. Pour moi, l'Afrique aujourd'hui doit se baser sur le communiqué de l'Union africaine, qui dit à peu près ce que j'étais en train de dire. Que la Fédération de Russie, en tant que grande puissance, le pays le plus vaste au monde, qui est un vieux pays de plusieurs siècles d'âge, ait un meilleur sentiment, revienne à la table des négociations, fasse confiance à ces discussions. Je pense que la position de la Russie par rapport à l'Ukraine et la question sécuritaire peut être discutée et résolu sans qu'on en arrive à des problèmes de ce type. On comprend que, voilà, que si l'OTAN arrive en Ukraine, à la porte de la Russie, si des armes, comme on l'a vu en Cuba en 1962, soient pointées à quelques kilomètres de Moscou, que ça fasse peur. Mais ça se discute. Les grandes puissances doivent avoir l'intelligence de se parler. Nous, on ne peut que souhaiter cela. Merci beaucoup.